Bonjour et bienvenue. Pour notre analyse aujourd'hui, on va se plonger dans un document assez particulier. Pas une pile de rapports, non, mais un seul texte. Un discours d'hommage. Oui, un seul texte centré sur une seule personne. Exactement. Une jeune femme haïtienne, Derniela Mexil. Et notre but, c'est simple, on va utiliser ce discours comme une sorte de loupe, pour comprendre qui elle est, bien sûr, mais surtout ce qui rend son engagement si spécial. Et ce qui frappe tout de suite, C'est ça. On ne parle pas d'une grosse ONG, pas d'un programme du gouvernement, non. C'est l'initiative d'une seule personne. Et ça change tout. oui. Et je dirais même que ce qui est captivant dans cette histoire, c'est le modèle d'action lui-même. On n'est pas juste face à de l'aide humanitaire classique. C'est la manière dont c'est pensé, dont c'est mis en œuvre, qui est unique. Comment ça? La clé de tout, c'est le financement. Le discours le martèle. C'est entièrement personnel. Aucune aide extérieure. C'est un contraste, mais radical, avec tout ce qu'on connaît. D'accord. Alors, la question qui va nous guider, c'est qu'est-ce que ce modèle nous apprend sur le pouvoir de l'individu et sur l'altruisme aujourd'hui, à une échelle très très locale? Ok, alors allons-y. Décortiquons ça. Le discours présente ses actions sur deux fronts, en même temps. C'est ça. Le premier, c'est l'éducation. L'auteur explique qu'elle se bat pour que des jeunes aillent à l'école, qu'ils puissent continuer leurs études. Il y a une phrase dans le texte qui est waouh, elle résume tout. Laquelle? Chaque enfant scolarisé représente une victoire contre la misère, l'ignorance et l'exclusion. On sent que l'école, pour elle, c'est l'arme numéro un. Bien sûr, c'est une conviction de base dans le monde du développement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est direct. Comment ça, direct? Il n'y a pas de grand plan national, pas de théorie. C'est du concret. On prend un enfant, on paie ses frais de scolarité. On lui donne une chance. L'impact est immédiat. Tangible. Voilà. Et le deuxième front, mené en parallèle, c'est l'autonomie économique. Et là aussi, attention, ce n'est pas de l'assistanat. Ah non, pas du tout. Le discours est très clair. Elle investit de l'argent pour aider des milliers de personnes à, je cite, créer des micro-entreprises. On imagine des petits commerces, des ateliers, des choses comme ça. Le but, c'est que chacun puisse vivre dignement de son travail. Et c'est là que c'est brillant. C'est la complémentarité. C'est ça. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il y a une vraie vision stratégique derrière. L'éducation, c'est pour le long terme. C'est construire l'avenir. D'accord. Mais en attendant, les gens doivent manger. Ils ont besoin de se sentir utiles. L'autonomie économique répond à ce besoin immédiat de dignité. Donc en combinant les deux, elle fait plus que distribuer de l'aide. Exactement. C'est ce que je trouve le plus fort. On n'est pas dans la charité classique. Non. Donner de l'argent pour de la nourriture, c'est une chose. Mais là, elle donne des outils. Un microcrédit, c'est un outil pour bâtir quelque chose. Payer l'école. C'est un outil pour bâtir un avenir. Voilà. L'idée, c'est de rendre les gens maîtres de leur destin, pas de les garder sous perfusion. C'est exactement ça. On pourrait même dire, dans un jargon un peu plus technique, que c'est une approche par les capacités. C'est-à-dire, L'idée, ce n'est pas de donner des choses, mais de donner la capacité de choisir sa vie. Et c'est ce que le discours décrit, mais de manière très humaine, sans le jargon. En donnant les moyens de créer des revenus, on restaure la capacité d'agir. En scolarisant les enfants, on s'assure que la prochaine génération aura de meilleures cartes. on brise le cycle en fait. On s'attaque aux racines du problème. C'est une vision de changement durable. Et ce qui rend cette stratégie encore plus, je sais pas, folle ou admirable, c'est quand on découvre d'où vient l'argent. Ah, on y vient. C'est le passage du discours qui m'a le plus scié. C'est très clair et ça change tout. Toutes ces actions, l'école, les entreprises, tout est financé, je cite, uniquement par ses propres moyens et ceux de son mari. C'est le cœur du réacteur. C'est ça qui rend son modèle à la fois si pur et si déroutant. Complètement. L'auteur du discours insiste lourdement dessus. Vraiment. Il liste tout ce qu'elle n'a pas. Oui, Ni aide gouvernementale, ni subvention d'organisations privées ou internationales. Il ajoute même aucun grand programme, aucune structure officielle ne soutient son travail. une indépendance totale. Radical même. C'est un système en circuit fermé, Et ça, c'est une anomalie complète dans le paysage de l'aide internationale. avec d'énormes conséquences, j'imagine. Énorme. D'un côté, les avantages sont évidents. C'est l'agilité. Pas de bureaucratie? Zéro. Pas de rapport de 50 pages à envoyer à Genève ou New York. Pas de cahier des charges rigide. Elle voit un besoin sur le terrain, elle peut y répondre demain. Le lien entre l'argent et l'impact est direct. C'est pur.
C'est ça. Le discours le présente même comme une sorte de supériorité morale, en disant que son exemple rappelle que le véritable altruisme commence par le don de soi. On peut y lire une petite pique au système traditionnel, non? Comme si son altruisme était plus vrai parce qu'il n'est pas lié à des financements externes. Mais en disant ça, est-ce que le discours ne dévalorise pas un peu, sans le vouloir, le travail des grandes ONG? C'est un excellent point. Elles n'ont pas le choix que de dépendre de cet argent. C'est un peu dur comme position, non? Absolument. Et ça touche à toute l'ambiguïté de ce modèle. En le célébrant comme un idéal, on voit aussi ses limites. Parce que cette indépendance, elle a un revers. Le premier, c'est la pérennité. Que se passe-t-il quand les fonds personnels s'épuisent? L'action s'arrête. Et puis, il y a la question de l'échelle. C'est formidable pour une communauté, mais est-ce que ça peut grandir? Si demain, elle voulait aider 10 fois plus de gens, est-ce que son modèle peut suivre? C'est le défi. C'est le grand défi de ces initiatives. Elles sont pures, agiles, mais souvent difficiles à répliquer à grande échelle. Mais il n'y a pas une certaine beauté là-dedans, dans le fait de ne pas chercher à devenir une multinationale de l'humanitaire, mais juste à être efficace là, maintenant. Si, tout à fait. C'est tout le paradoxe. Ce modèle est puissant parce qu'il est limité. Sa force vient de sa proximité, de son incarnation. Il ne s'agit pas de scaler une solution, comme on dit. Il s'agit d'apporter une réponse humaine à une situation humaine. Elle se positionne en dehors du système. Délibérément. C'est un choix fort. Et c'est à la fois sa plus grande force et sa plus grande fragilité. Et tout ça nous amène, forcément, à la personne. Qui est cette femme qui fait un choix aussi radical? Le discours s'attarde beaucoup sur elle. C'est essentiel pour le message. Il nous rappelle que c'est une jeune femme qui, et je cite encore, pourrait légitimement se consacrer pleinement à sa famille, à son foyer. L'auteur insiste, c'est un choix, presque un sacrifice. On n'est pas face à une riche héritière en fin de vie qui fait de la philanthropie. Non, ça la rend encore plus inspirante. Le fait qu'elle soit jeune et qu'elle fasse ce choix, ça donne encore plus de poids à son action. Oui, et les mots utilisés sont très forts. On ne parle pas de projets sociaux. Non, c'est plus que ça. On parle d'une véritable bataille socio-économique et culturelle. Et cette bataille, elle la mènerait avec dignité, persévérance et humilité. C'est le portrait d'une combattante, mais une combattante discrète, silencieuse. Et ça nous dit quelque chose d'important sur une nouvelle forme de leadership. Le discours est très clair là-dessus. Il la présente comme l'incarnation d'une nouvelle génération de leaders. C'est une affirmation forte. Très forte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce nouveau leadership, selon le texte, hein? D'abord, c'est un leadership qui n'attend pas les conditions parfaites. Il n'attend pas que tout soit aligné. Exactement. Il agit, malgré les obstacles, c'est un leadership de l'initiative pure, Qui refuse d'être paralysé par la difficulté. un leadership du « on fait quand même C'est ça. On n'attend pas l'aide, on n'attend pas le plan du gouvernement, on commence. Deuxième point. ». Oui, c'est un leadership qui privilégie les actes concrets et durables. Aux paroles, il y a une opposition très claire là, entre le discours des institutions et l'action de terrain, Sa légitimité ne vient pas de ce qu'elle dit. mais de ce qu'elle construit. En fait, son message, c'est son action. Elle n'a pas besoin de faire de grands discours, son travail parle pour elle. Donc elle incarne un pouvoir d'agir qui est local, authentique et qui se passe de l'approbation des grandes structures. C'est une sorte de révolution silencieuse à son échelle. C'est une très bonne façon de le dire. Elle devient le symbole vivant que le changement est possible. Ici, maintenant, par l'initiative individuelle. C'est un message d'une puissance. D'accord. On a les actions, ce modèle de financement unique, ce portrait d'une leaduse, mais au fond, c'est quoi le but ultime? On sent bien que ça dépasse le fait d'améliorer des chiffres. Ah oui, complètement. L'enjeu est presque entièrement immatériel. Le discours utilise des mots très forts pour décrire la finalité. Il parle d'un combat pour la dignité humaine, pour la valorisation de la culture haïtienne, et, le plus important de tous, L'espoir. pour la restauration de l'espoir. Ce sont des concepts bien plus profonds que la simple gestion de projet. Et c'est sans doute le plus difficile à accomplir. C'est le plus difficile et le plus essentiel. Le texte précise bien que tout ça se passe dans un contexte souvent marqué par les difficultés. C'est un euphémisme. Oui. Et dans un tel environnement où on peut avoir une impression de fatalité, son initiative offre un contre-récit. Un contre-récit. J'aime bien cette idée. C'est comme si toutes les chaînes d'infos montraient des images d'une maison en feu. Et que cette femme, au milieu du chaos, était en train de poser tranquillement la première brique d'une nouvelle maison juste à côté. Son action devient un symbole plus puissant que le problème. C'est ça le contre-récit. Un récit alternatif,
positif, centré sur la résilience, l'action locale, l'amour du pays. Et ce qui est fascinant, c'est que le discours lui-même devient un outil pour amplifier ce message. Tout à fait. Il ne fait pas que décrire, il participe. Comment? La fin du discours, elle est très révélatrice. Ça ne se termine pas par un merci ou des applaudissements, non. Ça se conclut par un appel très concret à la soutenir, avec un numéro de téléphone. L'hommage se transforme en mobilisation. Voilà. Il cherche à faire de son exemple non plus seulement une histoire inspirante, mais un mouvement à rejoindre. Les derniers mots du texte, espoir, solidarité, résilience. Ce n'est pas juste une belle formule, C'est un programme. c'est le cœur de son projet et la raison pour laquelle il faut le soutenir. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce discours qui célèbre son indépendance radicale se termine par un appel à l'aide. Exactement, C'est révélateur des limites du modèle, non? c'est la reconnaissance implicite que même la volonté la plus forte et les ressources personnelles les plus généreuses ont une limite. Pour que l'espoir grandisse, il faut que la solidarité prenne le relais de l'initiative individuelle. Bon, en résumé, si on devait distiller l'essentiel de ce texte, on a le portrait d'une femme engagée en Haïti, Oui. qui mène une double mission, l'éducation pour demain, l'économie pour aujourd'hui, C'est ça. mais le cœur de son histoire, c'est son modèle d'action, radicalement indépendant, basé uniquement sur ses fonds propres, ce qui la place en marge du système de l'aide internationale. Totalement. Et finalement, le discours l'a construit comme un archétype, celui d'un nouveau leadership local qui prouve sa valeur par les actes, pas par les mots. C'est une parfaite synthèse. Et ça nous laisse avec une dernière question en fait. Une pensée pour la route. Je vous écoute. Ce discours célèbre un modèle hyper local, personnel, autofinancé. Et il se termine en montrant ses propres limites par cet appel à l'aide. Alors, la question qui se pose est la suivante. Dans un monde dominé par les grandes ONG, les institutions internationales, l'aide structurée, quelle est la véritable place de ces initiatives individuelles? Est-ce que ce modèle est une nouvelle voie pour le changement ? Ou est-ce une magnifique et héroïque exception qui confirme la règle? C'est-à-dire que sans le soutien d'un système plus large, la passion individuelle, aussi puissante soit-elle, finira toujours par se heurter aux limites de son propre portefeuille.